La République des valeurs vous offre Prépa Bac 2021. Bonsoir chers élèves, nous sommes venus aujourd'hui dans le cadre de ces cours en ligne vous entretenir d'une leçon de terminale S, S1 et S2, donc qui porte sur l'étude de la lumière à travers donc ces aspects que sont l'aspect ondulatoire et l'aspect corpusculaire. C'est une leçon donc qui est consacrée pratiquement à la lumière. Le titre de la leçon donc est intitulé Les aspects ondulatoires et corpusculaires de la lumière. Voilà, donc en grand 1, d'abord l'aspect ondulatoire de la lumière. Un aspect donc qui est traité suivant deux phénomènes que sont le phénomène de diffraction de la lumière et le phénomène le plus connu qui est le phénomène d'interférence lumineuse. Et là, nous allons donc commencer pour en parler, à traiter donc du phénomène de diffraction de la lumière, en grand A. Voilà, donc, qui se présente comme suit, en petit 1 d'abord, présenter le dispositif expérimental, donc dispositif qui est constitué d'une source de lumière monochromatique, notée S, qui éclaire un écran fente, un écran donc qui est percé d'un trou, et le diamètre du trou est à peu près égal à la longueur d'onde de la lumière qui éclaire l'écran. On l'appelle écran fente. Écran fente. Cette lumière donc qui est mise par la source arrive sur l'écran fente, mais ne passe dans l'écran fente qu'à travers la fente seulement. On dit alors de l'écran fente qu'il est opaque à la lumière. F est créé, F1. Et on dispose d'un écran également, parallèlement à l'écran fente, appelé écran d'observation. Écran d'observation. Alors la lumière donc est diffractée par la fente F1, perçue sur l'écran fente, sous forme d'un cône de lumière. Un cône donc qui a cette forme, voilà, appelé cône de diffraction, on l'appelle comme ça. On l'appelle donc le cône de diffraction. Cône de diffraction. Voilà, que vous avez ici, donc que j'ai indiqué, que j'ai assuré sur l'écran donc qui est l'écran d'observation. Et si on trouve l'écran d'observation et on vous en présente l'aspect, on obtiendrait alors, voilà, un aspect qui est le suivant de l'écran d'observation. En effet, on obtiendrait une tache centrale très brillante. Une tache centrale très brillante, autour de laquelle maintenant alternent des anneaux sombres et anneaux brillants. Anneaux brillants, anneaux sombres alternativement. Anneaux brillants, anneaux sombres. Voilà, anneaux brillants, anneaux sombres, comme ceci. Des anneaux brillants, des anneaux sombres, voilà, que vous avez. Voilà, des anneaux brillants également et anneaux sombres. Voilà, donc on a ici ce qu'on appelle la tache centrale brillante. Et là vous avez des anneaux brillants que j'ai mis donc en trait plein, en noir, sont des anneaux que l'on dit brillants ou clairs. Et entre deux anneaux brillants, on a des anneaux qui sont dits sombres, qui également sont indiqués comme suit, des anneaux qui sont dits anneaux sombres. Voilà donc ce qu'on a donc sur l'écran d'observation, l'aspect que l'écran en présente, l'aspect de l'écran d'observation. De l'écran, voilà, d'observation. Alors, donc, pour présenter un dispositif, il s'agit donc d'une lumière monochromatique, une lumière donc dont les radiations ont la même longueur d'onde. L'exemple qu'on peut en donner, c'est l'exemple de la lumière laser, est une lumière monochromatique. Elle éclaire donc un écran fente, et l'écran fente est percé d'un trou, un seul trou, dont le diamètre est tellement petit, voisinant la longueur d'onde de la lumière. Ce trou maintenant diffracte la lumière qui arrive sur un écran d'observation pour en donner une tache centrale brillante autour de laquelle alternent des anneaux brillants et des anneaux sombres. Voilà donc pour ce qui est de la présentation du dispositif.
Maintenant qu'il faut interpréter. D'abord, on donne un peu l'observation. Petit 2, observation. Voilà. Les observations donc sont les suivantes. Voilà. On observe sur l'écran, voilà, une tâche centrale brillante, voilà, autour de laquelle alterne des anneaux sombres et brillants. Anneaux sombres et brillants. Voilà ce qu'on observe. Maintenant, pour en faire une interprétation, comment justifier donc ce qui a été observé? L'interprétation. Et l'interprétation qu'on peut en faire, et d'abord quand vous regardez un peu l'aspect de l'écran d'observation, ça renvoie à l'image qu'on obtient lorsqu'on laisse tomber une pierre dans de l'eau, à la surface de l'eau. On voit donc au point d'impact de la pierre sur l'eau, des rides se propager autour de ce point d'impact. Et là, on sait que dans ces situations qu'on a, il s'agit donc d'interférences mécaniques à la surface de l'eau. Ce qui fait également, on peut également, par analogie également, dire que ce qui apparaît sur l'écran d'observation est un phénomène d'interférence, est un phénomène d'onde, voilà le mot. Les anneaux de diffraction sont des ondes donc qui se propagent. On parle dans ce cas d'aspect ondulatoire de la lumière. Voilà donc ce qu'on peut en tirer donc que l'aspect de l'écran renvoie à l'image obtenue lors d'une interférence mécanique à la surface de l'eau. Mécanique à la surface de l'eau. Surface de l'eau. Donc, à une propagation d'ondes mécaniques. À une propagation, voilà, d'ondes mécaniques à la surface de l'eau. Mécanique à la surface de l'eau. Surface de l'eau. Un point. Par analogie, voilà, les anneaux de diffraction, voilà, correspondent à une propagation d'onde, mais cette fois-ci d'onde lumineuse et non pas mécanique. Propagation d'onde, voilà, lumineuse. Et cela met en évidence l'aspect ondulatoire de la lumière. L'aspect donc ondulatoire de la lumière. Donc la lumière est une onde de la lumière. Voilà donc ce qu'on a pu donc justifier un peu pour interpréter l'aspect de l'écran d'observation à travers les ondes de diffraction. Comme les ondes mécaniques à la surface de l'eau, on a des ondes, mais qui sont des ondes qui sont dues à la lumière émise par la source. On dit onde lumineuse. Et qui dit onde lumineuse donc dit interférence, dit également, voilà, que la lumière serait une onde. Maintenant, on verra que les anneaux brillants et sombres, voilà, sont différents du fait que pour les anneaux brillants, ils résultent de la superposition d'ondes qui vibrent en phase. Et quand les ondes vibrent en phase, leurs amplitudes donc sont égales. Elles vont s'additionner. Et quand elles s'additionnent, elles donnent une amplitude donc maximale correspondant à la brillance, à une brillance. Pour les anneaux par contre qui sont sombres, qui ne sont pas donc brillants, là par contre on peut donc justifier cela par la superposition d'ondes vibrant en opposition de phase, pour lesquelles les amplitudes égales se soustraient. Et quand deux choses égales se soustraient, on a une chose qui est nulle. Donc on a une amplitude qui est nulle, qui correspond à une obscurité.
Voilà donc comment justifier donc le fait que certains anneaux soient brillants, que d'autres soient sombres. Ça aussi on nous donne également que les anneaux, voilà, anneaux brillants correspondent à une superposition d'ondes vibrant en phase pour lesquelles les amplitudes égales s'additionnent. Les amplitudes égales, voilà, s'additionnent pour donner une amplitude maximale correspondant à une brillance maximale, voilà, correspondant à une brillance, alors que les anneaux sombres, on dit également obscurs, voilà, résultent d'une superposition d'ondes également. Des ondes s'additionnent, superposition d'ondes vibrant en opposition de phase. Pour lesquelles les amplitudes égales se soustraient. Voilà. Les amplitudes donc qui sont égales se soustraient pour donner une amplitude nulle. Voilà, pour donner une amplitude nulle correspondant à une obscurité. Amplitude nulle. Voilà, et quand c'est nul, ça ne voit rien donc, ça correspond donc à une obscurité. Voilà, correspondant à une obscurité. Voilà donc comment donc le caractère de la lumière, est mis en évidence par le phénomène qu'on appelle diffraction de la lumière. En ce sens donc les anneaux brillants ou anneaux sombres, voilà, sont des ondes qui soient donc, voilà, lumineuses, qui sont émises par la lumière, des ondes, voilà, qui vibrent en phase pour donner les anneaux brillants, et en opposition de phase pour donner les anneaux qui sont des anneaux donc qui sont sombres ou des anneaux également obscurs. Voilà le phénomène de diffraction de la lumière. Donc ce qu'il faut retenir seulement la présentation du dispositif donc qu'on peut vous demander, schéma annoté peut être demandé, mais également ce qu'on observe sur l'écran d'observation et comment cela est interprété. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de formule de calcul. L'interprétation maintenant met en évidence que les ondes proviennent de la lumière, donc la lumière a un aspect qu'on appelle aspect ondulatoire. Voilà donc le phénomène de diffraction, comment il est traité en ces 3 points: dispositif, observation, interprétation. Le second phénomène dans lequel on a des formules de calcul s'appelle donc le phénomène d'interférence lumineuse en grand B. Phénomène d'interférence lumineuse. Interférence lumineuse. Voilà, donc c'est surtout le phénomène le plus utilisé pour mettre en évidence l'aspect ondulatoire de la lumière. À travers d'abord, petit 1, le dispositif interférentiel, qu'on appelle dispositif des fentes de Young. Dispositif des fentes de Young. Dispositif des fentes de Young. Il est ainsi présenté, là aussi on a recours à une lumière qui soit monochromatique, voilà, S, source de lumière monochromatique, éclairant cette fois-ci un écran fente, mais qui est percé de 2 trous. La fente S1 et la fente S2 qui sont placées à égale distance de la source S.
Et ces deux fentes diffractent la lumière issue de S suivant deux cônes de lumière. L'écran également est un écran opaque à la lumière. La lumière ne passe qu'à travers les fentes seulement. Un cône de lumière diffracté par S1, ainsi présenté, et un second cône de lumière diffracté par S2, là également ainsi présenté. Et les deux cônes de lumière auront maintenant une zone commune, une borne commune. Et vous la voyez, cette borne commune. Cette borne commune entre les deux zones, deux cônes de lumière, est appelée zone d'interférence. On a une zone qu'on appelle zone d'interférence. Et dans cette zone maintenant, si on prend l'écran fente également est là, écran fente, là vous avez écran d'observation, voilà. La différence maintenant de la diffraction, c'est que l'écran fente est percé de deux trous et non pas d'un trou. Si également on renverse l'écran d'observation, vous en verrez maintenant cette fois-ci l'aspect suivant. On a une frange centrale, ce sont des bandes maintenant, non pas des anneaux, mais des bandes rectilignes. Une frange que l'on dit centrale brillante, la voilà. Une bande rectiligne qui est brillante. Maintenant, de part et d'autre de laquelle alternent des franges sombres et brillantes. Voilà, frange brillante, frange sombre. Frange brillante, frange sombre. Voilà, frange sombre, frange brillante, frange sombre. Voilà comment les franges sont disposées. Et quand on s'éloigne de la frange centrale, on a des franges qui sont plus rectilignes mais qui sont hyperboloïdes, donc comme ça. Voilà, frange brillante, frange sombre. Voilà les franges que vous avez là aussi en bas également, même chose. Des franges sombres et des franges brillantes qui alternent. Franges brillantes et franges sombres également qui alternent. Là aussi, voilà, là également. Et quand on se de la frange centrale brillante également, on a des hyperboloïdes donc qui sont comme ça aussi, comme franges. Voilà, là où vous avez donc la frange centrale, très brillante, on dit brillante. Vous avez maintenant des franges brillantes et sombres qui alternent de part et d'autre. Donc ici on a par exemple une frange brillante et une frange brillante, donc deux franges brillantes, frange brillante. Et là, vous avez deux franges sombres, par exemple aussi, qui sont là. Frange sombre. Voilà, on a donc ici l'aspect de l'écran. L'écran d'observation. Voilà donc ce qu'on a donc comme présent du dispositif d'interférence que l'on appelle les fentes de Young. Je rappelle donc la situation. C'est une source de lumière monochromatique pour la présentation du dispositif, lumière monochromatique, ouvrez une parenthèse également, on rappelle un peu ce que c'est. C'est une lumière, voilà, dont les radiations ont la même longueur d'onde. Radiations ont la même longueur d'onde, on dit qu'elle est monochromatique. Exemple, la lumière laser. Donc cette lumière monochromatique éclaire un écran fente. Voilà, un écran fente donc percé de deux trous. Voilà, S1 et S2 qui diffractent la lumière reçue donc par S1 reçue de S sur un écran d'observation. Pour en donner une frange centrale brillante, voilà, de part et d'autre de laquelle alterne
alterne des franges sombres et brillantes. Alterne donc des franges sombres et brillantes. Voilà donc ce qu'on a donc sur l'écran d'observation. Voilà également comment est présent le dispositif qu'on appelle dispositif des fentes de Young. Une fois maintenant que cela est présenté, on en donne également, comme le même plan également que tout à l'heure, les observations et les interprétations qu'on en fait. Donc interprétation de ce qui a été observé, obtenu. Interprétation. Voilà. Alors, voilà là aussi les franges d'interférence obtenues. Franges d'interférence obtenues. Là aussi, correspondent, comme les anneaux de diffraction, correspondent à voilà, des ondes lumineuses qui se superposent. Voilà, mettant en évidence l'aspect ondulatoire de la lumière. Donc, comme le phénomène de diffraction de la lumière, là également vous avez aussi un phénomène qui confirme que la lumière soit une onde. En ce sens également que, on vient de le dire également pour les anneaux, c'est valable aussi pour les franges. Les franges brillantes résulteraient aussi d'une superposition d'ondes vibrant en phase. Les franges sombres, superposition d'ondes vibrant en opposition de phase. Donc cela veut dire que ces franges mettent en évidence que la lumière soit une onde. Donc confirmation du phénomène donc diffraction, à savoir l'aspect ondulatoire de la lumière. Voilà donc deux phénomènes donc qui montrent que la lumière en tant que telle est une onde qui se propage à travers donc soit la diffraction ou bien soit l'interférence lumineuse. Dans les deux cas donc, on montre donc que les anneaux ou bien les franges sont des ondes lumineuses qui vibrent en phase ou en opposition de phase. Une fois maintenant que ce phénomène donc est mis en évidence, il reste maintenant à en étudier quelques-unes de ses propriétés, à savoir donc études quantitatives. Voilà, là nous allons donc passer à la partie étude quantitative de l'interférence lumineuse. C'est là qu'on a des formules de calcul et non pas dans diffraction. Donc petit 2, voilà, petit 3, étude quantitative. Voilà. Troisièmement donc, étude quantitative de la diffraction, de l'interférence lumineuse. En petit 3, voilà. Étude quantitative. Étude quantitative du phénomène d'interférence lumineuse. Phénomène d'interférence lumineuse. Interférence, voilà, lumineuse. On prend également à chaque fois le dispositif interférentiel qui est celui des fentes de Young. On va donc chercher en petit a à établir établissement de l'expression de la différence de marche des rayons diffractés de marche, voilà, des rayons diffractés par les deux sources secondaires, voilà, par S1 et S2. Voilà, et ceci aussi à travers également un schéma également qu'il faut apprendre à pouvoir faire, parce que la question peut vous être souvent demandée. On part également toujours de la source de lumière, une source S qui émet, là c'est l'axe optique que vous avez, voilà, une lumière monochromatique, et là on perce l'écran fente de S1 et S2 à égale distance de l'axe optique. Cette distance qui les sépare est notée petit a. Maintenant nous avons des grandeurs, voilà, des données, et entre donc chaque source et l'axe optique, vous avez A sur 2, donc la moitié, A sur 2,
là également A sur 2. Voilà. L'écran donc, c'est l'écran donc, je l'appelle fente. Et là vous avez un écran d'observation qui lui maintenant est muni d'un repère. Là vous avez l'axe optique, le point origine O. L'axe est orienté vers le haut positivement. Et on a ici écran fente. Écran d'observation. Les deux écrans sont distants de grand D. Grand D vous est donné. Cette distance-là est donnée. Notez donc grand D. Maintenant, chaque source diffracte la lumière sous forme d'un pinceau lumineux. Par exemple, S1 diffracte la lumière sur l'écran d'observation suivant la marche S1M, comme ça, le point M. S2 aussi, S2M, donc comme ceci. Voilà. Diffracté S2. Voilà, la marche. Donc vous avez deux marches. Le point M, c'est le point maintenant auquel se produit le phénomène d'interférence. Ce point donc est défini par son abscisse, noté X, compté depuis l'axe optique, qui est muni d'un repère. C'est ça donc la distance X, l'abscisse du point M. Alors, on appelle D1 la marche du rayon issu de S1, donc à savoir S1M, qui est noté D1. D2, la marche du rayon issu de S2, qui est noté S2M. Ces deux marches maintenant présentent une différence que nous cherchons, qu'on note par delta. Et pour ça, on recourt à de la géométrie en projetant par exemple le point S1 sur l'axe, sur l'écran d'observation, appelé grand S H1, ce point-là, triangle rectangle à ce niveau-là. Ici aussi, vous projetez, donc vous avez S2, H2, ce point noté H2, rectangle également triangle rectangle. Alors on pourra maintenant chercher les valeurs de D1 et D2 dans deux triangles rectangles. Si on prend le triangle rectangle, rectangle S1, H1, M, nous avons alors à appliquer le théorème de Pythagore, à savoir que D1 carré égale, voilà, la somme des côtés au carré. Ce côté-là, il vaut grand D. Donc D1 carré égale grand D carré plus. Et cette distance-là, regardez bien le schéma, c'est X auquel vous enlevez A sur 2. Cette distance vaut A sur 2. Tout celle-là, c'est X. Donc celle dont on a besoin, c'est X moins A sur 2. X moins A sur 2 au carré. Que nous développons pour avoir D1 carré égale grand D carré plus X carré plus A carré sur 4 moins AX. Si on prend le triangle rectangle, cette fois-ci S2, H2M, lui aussi va donner également, dans le théorème de Pythagore également, vous avez un triangle rectangle au point donc H2, que D2 carré soit égal grand D carré plus, là aussi cette distance dont on a besoin, toute cette distance-là, c'est X auquel vous ajoutez A sur 2. Ouais, X est là, et là c'est A sur 2, vous faites la somme. Donc D2 carré plus X plus A sur 2 au carré, qui donne maintenant par développement grand D carré plus X carré plus A carré sur 4, voilà, plus AX. Maintenant nous faisons mathématiquement D2 carré moins D1 carré. Alors D2 carré moins D1 carré va donner, on voit donc disparaître beaucoup de choses. Grand D carré va sauter, X carré également va disparaître, A carré sur 4 disparaît, et on aura donc finalement AX moins AX. Et quand on fait AX moins AX, on a donc 2AX, ce qui donne donc 2AX. Ici apparaît aussi une date remarquable en mathématiques, A carré moins B carré. Donc on a D2 carré moins D1 carré, et ainsi développé. D2 moins D1, facteur de D2 plus D1. Voilà, égale 2AX. Nous posons maintenant, on pose delta que nous cherchons. Delta, c'est la distance donc D2 moins D1 qu'on appelle différence de marche que nous cherchons. Différence de marche des deux rayons. Et on pose également toujours que la somme D1 plus D2 soit égale à 2 fois grand D approximativement. Que D1 plus D2 vaut 2 grand D. Ce qui donc va donner finalement 2 grand D multiplié par delta que nous cherchons égale 2AX égale 2AX. Et enfin simplifié par 2
delta s'en déduit. Donc delta serait égal à AX divisé par D. Voilà une formule très importante de cette leçon qu'on appelle différence de marche du rayon, donc des rayons diffractés S1 et S2. Voilà ce que vous avez. Voilà donc cette formule maintenant va permettre de chercher les autres grandeurs que sont l'abscisse des points, des milliers de franges, mais également la notion très importante, l'interfrange. Toutes ces grandeurs sont déduites de la différence de marche. Voilà une différence de marche donc qu'on vous demande souvent d'établir. Donc sachez le faire sans regarder vos cahiers également, sur la base du schéma du discours des fentes de Young. Voilà, en faisant seulement un peu voilà, ces relations mathématiques, la trigonométrie, triangle rectangle qui apparaissent, alors on obtient maintenant cette différence de marche qui est delta, qui vaut donc AX sur D, qui aussi en tant que distance s'exprime aussi en mètres, la différence de marche. Après celle-là, on passe ensuite à petit b. Petit b donc c'est l'expression des abscisses. Les expressions des abscisses, il y en a deux, abscisses, des milieux de franges, milieux de franges. Expression des abscisses des milliers de franges. Sachez que les franges, contrairement aux anneaux, sont des bandes rectilignes, donc qui sont un peu épaisses. Ce qui fait donc on a eu à avoir comme problème par quelle position doit-on le repérer. Et on s'est entendu par le milieu. Elles sont repérées donc par le milieu dont il est question. Voilà. Cela aussi à noter, à rappeler que la frange, voilà, est une bande rectiligne, voilà, plus ou moins épaisse, Donc, elle est repérée par son milieu. Repérer cette frange par son milieu. On parle d'abscisse du milieu. Voilà, ça c'est à noter au départ. Maintenant, vous en avez deux. D'abord, on prend expression de l'abscisse du milieu d'une frange brillante. Milieu d'une frange brillante. Alors, pour ça, on rappelle une relation mathématique qui n'est pas établie en physique, donc qui est ici plus ou moins admise, à savoir donc pour les franges brillantes, la différence de marche correspond à un nombre entier de la longueur d'onde de la lumière qui est cœur d'onde de la lumière, lambda de la lumière. Ça, c'est établi en mathématiques par les équations d'onde en mathématiques. Donc, c'est admis en physique. Soit donc en mathématiques, soit donc delta égale K lambda. Delta égale K lambda. Or, delta est égal à AX sur D. D'où AX sur D serait égal à K lambda. Et nous, c'est X que nous cherchons. X s'en déduit. X donc serait égal finalement. Voilà, on met donc entre X égale en mathématiques. On met K lambda D sur A. Et on met souvent X indice K, qu'on appelle abscisse de la Kème frange brillante. Abscisse de la frange brillante d'ordre K. Frange brillante, voilà, d'ordre K. Donc K est appelé ordre de la frange d'ordre K. Que XK donc soit égal, finalement, on retient, c'est K lambda D sur A. Voilà donc l'abscisse de la frange brillante, comment elle est établie. On retient donc de mémoire l'expression que vous en avez. Maintenant, les franges brillantes, on a dit, il y a deux types. Il y a d'abord la frange centrale brillante, elle est aussi une frange brillante. Pour celle-là, elle n'est pas numérotée. Son ordre est égal à 0. En effet, pour la frange centrale brillante, elle est brillante. Son ordre est K égale 0. Son ordre est K égale 0. Et si K est nul, X est nul. X, son ordre également est nul. Voilà. Pour la frange centrale brillante, donc, ordre et abscisse sont nuls.
K égale 0, X égale 0. La frange brillante qui vient après, la frange donc centrale, c'est la frange brillante numéro 1. Pour la première frange brillante, son ordre vaut K égale 1. Pour la deuxième frange brillante, son ordre vaut K égale 2. Donc par récurrence, pour la énième frange brillante, voilà, son ordre vaut K égale N. Donc sachez, et c'est très important dans les exercices, que pour les franges brillantes, ordre et numéro correspondent. Numéro égale ordre ou bien ordre égale numéro. On note ça en remarque. Notez bien donc, pour une frange brillante, voilà, l'ordre correspond au numéro. L'ordre K correspond au numéro N. Voilà, au numéro N. Voilà, numéro N. Voilà donc ce qu'on peut donc dire pour les franges brillantes. Comment donc on a exprimé également l'abscisse du milieu de la frange brillante, mais surtout le fait que pour la frange brillante, numéro et ordre correspondent. Quand on vous demande de chercher l'abscisse de la deuxième frange brillante, remplace K par 2. Elle vaut 2 lambda D sur A. Abscisse de la 20e frange brillante, elle vaut 20 lambda D sur A. 10e frange brillante, elle vaut 10 lambda D sur A. Directement donc, le numéro qu'on vous donne correspond à l'ordre et vous remplacez votre abscisse. Ensuite, expression de l'abscisse du milieu d'une frange sombre. Voilà, là aussi, expression à établir aussi. Ici également, il est établi en mathématiques, d'après l'équation des nombres d'onde, que pour les franges sombres, le delta est égal à un nombre impair de la demi-longueur d'onde lambda de la lumière. C'est ça qui est établi en mathématiques, qu'on admet en physique. Donc, on admet que pour une frange sombre, voilà, la différence de marche delta est égale à un nombre impair, de la demi-longueur d'onde de la lumière, demi-longueur d'onde lambda de la lumière. Ça c'est établi donc d'après l'équation, voilà, d'onde en mathématiques. Soit donc que delta égale 2K plus 1 lambda sur 2. Nombre impair s'écrit 2K plus 1. Si K égale 0, vous avez un nombre impair, c'est 1. Si K égale 1, vous avez 3. Si K égale 2, vous avez 5. Donc 1, 3, 5, 7, 9, 11, c'est le nombre impair. De combien? De 1 demi lambda. Une fois qu'on a cela maintenant, on a or delta est égal à AX encore sur D. Alors on pose l'égalité pour avoir finalement donc que AX sur D soit égal à 2K plus 1 lambda sur 2. De là maintenant on tire l'expression de l'abscisse X. En effet, on a donc AX que divise D égale à 2K plus 1 lambda sur 2. C'est donc X égale la barre de fraction fait donc un produit croisé 2K plus 1 lambda D sur 2A. Voilà la formule. Donc l'abscisse de la kème frange sombre. Voilà, abscisse de la frange sombre d'ordre K. Frange sombre, voilà, d'ordre K.
d'ordre de k s'écrit donc voilà, x indice k égale, là aussi on met donc 2k plus 1 lambda d sur 2a. Voilà ce qu'on a comme formule également d'une abscisse d'une frange, du milieu d'une frange sombre. Maintenant, la frange sombre numéro 1, c'est la frange sombre pour laquelle k égale à 0. Voilà, vous voyez. Voilà. La première frange sombre, équivaut à k égale 0. Deuxième frange sombre, on a k égale 1. Donc par récurrence, la énième frange sombre, k égale n moins 1. Voilà, pour la énième frange sombre, on a donc que l'ordre de k égale n moins 1. Donc pour les franges sombres, ordre n'est pas égal à numéro. Ordre égale numéro moins 1. Quand on vous demande l'abscisse de la huitième frange sombre, remplacez k par 7 et non pas par 8. Abscisse de la deuxième frange sombre, k par 1 et non pas par 2. Donc ne confondez pas donc les deux types de franges. Selon qu'elles soient brillantes ou sombres, comment sont liés les numéros et les ordres. Voilà, important dans le cas des calculs. Voilà donc les abscisses des milieux de franges, qu'elles soient brillantes ou bien encore qu'elles soient sombres. Maintenant, on peut des fois vous demander, trouver une distance séparant deux milieux de franges données. Un exemple ou une remarque. Voilà. Donc, détermination de distance. Distance séparant deux milieux de franges. Distance séparant. Voilà, deux milieux, même si on ne dit pas, c'est les milieux qui sont numérotés. Deux milieux de franges. Quelles qu'elles soient, brillantes entre elles, ou bien sombres brillantes. Voilà. Et on applique seulement donc la différence de leur abscisse. Voilà. Exemple, je prends l'exemple. Distance séparant le milieu de la quatrième frange brillante et la deuxième frange sombre. Voilà, situer les deux franges situées du même côté, voilà, du côté même positif de l'écran, voilà, d'observation. Deuxième frange sombre, l'écran d'observation. Voilà une question qui peut être posée. Et donc vous n'avez pas dans ces cas de figure également à faire le schéma de l'écran et à compter ces distances-là. Il y a un calcul à poser, une formule à poser. Cette distance qu'on vous demande, c'est la différence des abscisses. En effet, D est égal à, vous faites donc X de la quatrième frange brillante moins X de la deuxième frange sombre, S. Égale donc, maintenant, quatrième frange brillante, on remplace K par 4. Donc ça fait 4 lambda D sur A. Deuxième frange brillante sombre, on remplace K par 1 dans la forme de X. Moins maintenant vous mettez un crochet comme ça. On prend 2 fois K égale 1 plus 1. Le tout, lambda D, voilà, sur 2A. Maintenant on développe ce calcul-là. Ce qui fait donc on va avoir, voilà, 4 lambda D sur A. Maintenant vous y enlevez maintenant ici. Donc on fait donc 2 fois 1 c'est 2. 2 plus 1 égale à 3. C'est 3 demi. 3 demi de lambda D, voilà, sur A. Ce qui fait maintenant on va amener ça aussi. On sait donc 4. Voilà, on met ça, c'est 8 demi. Donc c'est 8 demi, 8 lambda D sur 2A. Moins 3 lambda D sur 2A. Et 8 moins 3, c'est 5. Ça vous donne donc 5 lambda D sur 2A. Voilà donc comment trouver la distance qui sépare ces deux milieux de franges, cette distance. Au lieu de vous mettre à compter sur l'écran cette distance, vous la calculez par la différence des abscisses. Question également qui est souvent posée dans le cadre des évaluations. Distance entre tel milieu de frange et tel autre milieu de frange. Regardez donc comment sont les franges. Établissez leur expression d'abscisse et faites-en la différence.
Quand vous le ferez, cette distance apparaîtra. Ensuite, il y a aussi comme grandeur importante de cette leçon, comme grandeur également étudiée, c'est donc l'interfrange. J'ai mis donc abscisse des milieux, petit b, petit c, la notion d'interfrange. Définition et expression. D'abord, définition. 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 L'interfrange, interfrange, qu'on note I, notez I, on note ça par I, et la distance qui sépare. Distance qui sépare. Qui sépare deux milieux de franges. Deux milieux de franges consécutives, donc qui se suivent, et de même nature. Voilà, même nature. Voilà donc comment est définie l'interfrange I. Donc soit c'est la distance, c'est pas deux milieux de franges brillantes qui se suivent, ou bien distance, c'est pas deux milieux de franges sombres qui se suivent, pour être plus clair et précis. Voilà, soit la distance qui sépare, distance séparant deux milieux de franges brillantes qui se suivent, franges brillantes, voilà, qui se suivent, ou bien distance séparant aussi deux milieux de franges sombres qui se suivent, de franges sombres qui se suivent. Voilà, ces distances donc sont appelées, voilà, donc cette distance est appelée l'interfrange notée par I. Maintenant, comment l'exprime-t-on? Expression de I. Donc vous remarquez d'après la définition, on peut donc soit le faire par rapport aux franges brillantes ou par rapport aux franges sombres. Je le fais par rapport aux deux types de franges pour qu'on sache maintenant établir l'expression selon qu'on vous demande le type de frange. Donc expression de I. Expression de l'interfrange. Interfrange. I. Alors pour ça, je pars, voilà, je mets donc par rapport aux franges brillantes, c'est plus simple. Voilà, par rapport aux franges brillantes. Voilà, si on a des franges brillantes, on donne les expressions des milieux de deux franges qui se suivent. La frange brillante d'ordre K, qui a pour abscisse X indice K est égal K lambda D sur A. Et la frange qui suit, elle est d'ordre K plus 1. Donc abscisse XK plus 1. XK plus 1 est égal. Là aussi on met K plus 1 lambda D sur A. Alors par définition I s'en déduit. Donc entraîne I serait égal. On met X indice K plus 1 moins X indice K. Donc égal, on développe. Ils ont en commun, je mets A. Et là je fais, voilà, K lambda D plus lambda D moins K lambda D. Le K lambda D saute. Donc ça le fait donc I égale à lambda D sur A. Voilà la formule de l'interfrange I. Lambda D sur A. Lambda en mètres, la distance grand D, c'est pas les deux écrans en mètres, A en mètres, donc I serait en mètres également. En tant que distance, I c'est en mètres. Donc par rapport aux franges brillantes, l'expression est plus simple que par rapport aux franges sombres. Mais faisons-le également pour les franges sombres. Montrons également comment le faire aussi. Alors par rapport aux franges sombres, par rapport aux franges sombres, là aussi on en prend deux qui se suivent. La frange sombre d'ordre K a pour abscisse X indice K égale 2K plus 1 lambda D sur 2A.
La frange qui vient après, elle est d'ordre K plus 1, frange sombre. X donc K plus 1 égale. Maintenant attention au développement ici. On met des crochets comme ça. On met deux facteurs de K est remplacé par K plus 1. Plus 1. On ferme le crochet. Lambda D sur 2A. Les développements vont donner en haut, ici. On fait donc 2K lambda D plus lambda D sur 2A. Là en bas on a 2K lambda D. Là maintenant attention, vous avez ici 2 fois 1 c'est 2, plus 1 égale 3, plus 3 lambda D. Le tout sur 2A. Alors I s'en déduit. I donc serait égal X indice K plus 1 moins X indice K. Ce qui donne donc finalement, en remplaçant par leurs expressions, on a donc 2K lambda D plus 3 lambda D moins 2K lambda D et moins lambda D. Le tout sur 2A. Les 2K lambda D vont sauter. Et 3 moins 1 égale 2. Donc c'est 2 lambda D sur 2A. Simplifié par 2 pour donc lambda D sur A. Voilà, I donc est égal aussi. Voilà, en effet, lambda D divisé par A. Voilà donc l'expression également qu'on a de l'interfrange. Vous remarquez donc que l'on prenne les franges brillantes ou les franges sombres, l'interfrange a la même expression, à savoir I égale à lambda D sur A. Maintenant, il s'ensuit une grande également étudiée qu'on appelle cette fois-ci en petit d l'ordre d'interférence. L'ordre d'interférence. Un ordre donc qui va servir, on va voir également, pour déterminer la nature en un point donné de la frange obtenue. Voilà, petit d, ordre d'interférence, qu'on note par P. Voilà, par définition, il y a deux aspects donc, définition et ensuite à quoi ça sert l'application. Par définition, l'ordre d'interférence P, représente le rapport. Le rapport de la différence de marche, delta sur la longueur d'onde de la lumière, sur la longueur d'onde lambda de la lumière, soit P égale delta sur lambda. On peut maintenant remplacer delta par son expression, à savoir AX sur D divisé par lambda, pour avoir donc AX sur lambda D. Ou bien encore, mis encore, sous la forme AX sur, on met donc ici lambda D sur A, que nous reconnaissons comme étant l'interfrange I. Donc finalement, P est égal à X divisé par I. Voilà l'expression finale de P. P est un nombre sans unité. P n'a pas d'unité. Voilà. Maintenant, P va servir à ceci. Application faite de P. Application qui est faite de la valeur de P. Quand on vous demande P, que vous avez calculé la valeur de P. Valeur de P. L'application est la suivante. Si P est un nombre entier et un nombre entier en un point M d'abscisse X, donc voilà, X est donné, X permet d'avoir P d'abscisse X, alors en ce point la frange obtenue est brillante. En ce point, la frange obtenue est brillante. On a donc une frange brillante. Frange obtenue est brillante. Et brillante. Ou encore on dit également clair. Si par contre on calcule P et on trouve que P est un nombre impair de 1,5, si P
est un nombre impair de 1/2. Impair de 1/2. Par exemple, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, c'est le nombre impair de 1/2. Alors, en un point d'abscisse x, alors en ce point, la frange obtenue est sombre ou obscure. Voilà donc à quoi sert P. Donc, P sert à reconnaître en un point dont on l'abscisse x, donc x est donné, si la frange qu'on a est brillante ou bien sombre. Si P est un nombre entier, la frange est brillante. Si P est un nombre impair de 1/2, la frange est sombre ou bien obscure. Voilà donc à quoi servent ces grandeurs-là que vous avez donc à mémoriser également dans le cadre de vos calculs. Après cela, maintenant, on aborde la partie interférence en lumière, que l'on dit lumière blanche. En petit 3, interférence en lumière blanche. Voilà. La lumière blanche, elle n'est pas monochromatique. Elle est formée par un ensemble de radiations dont les couleurs donc également sont différentes. Je prends comme exemple la lumière émise par le soleil qui est diffractée par les nuages en période d'hivernage sous forme d'un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel que vous voyez correspond à une lumière, une diffraction de lumière qui est une lumière donc blanche. Les couleurs que vous voyez forment la lumière solaire. La lumière émise le plus souvent par certaines lampes, la lampe néon, lampe sodium, sont des lumières également qui sont des lumières blanches. Ce qui fait donc les couleurs qu'on voit apparaître en décomposant la lumière forment ce qu'on appelle le spectre lumineux, la lumière blanche. Donc quand on est en lumière blanche maintenant, c'est plus compliqué qu'en lumière monochromatique. En effet, dans ce cas, chaque couleur, chaque radiation donne son propre système d'interférence. Chaque radiation. Donc toutes maintenant vont s'additionner sur un écran. Ouais, très complexe. On obtient maintenant une frange centrale très brillante. Plus brillante que si la lumière était monochromatique. Et là, on vous demandera qu'observe-t-on au voisinage de la frange ou bien en son lointain. En son voisinage, on voit les couleurs les plus vives. Exemple, la couleur jaune, la couleur rouge, on les voit apparaître. Quand on s'en éloigne maintenant, les couleurs vont s'additionner. Et quand elles s'additionnent, on obtient un aspect blanchâtre de l'écran. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est d'expliquer en quelques mots ce qu'on observe sur l'écran. Il n'y a pas de calcul. Ah, donc le principe d'abord. Sachez donc que la lumière blanche est constituée, d'un ensemble de radiations. Un ensemble de radiations de couleurs différentes. Le jaune, le rouge, le vert, couleurs différentes. Et donc, de longueur d'onde différentes. En effet, chaque couleur a une longueur d'onde. Longueur d'onde différente. Voilà ce qu'on a d'abord au départ. Ainsi, voilà, en lumière blanche, chaque radiation possède son propre système d'interférence. Lesquels, maintenant, ces systèmes, voilà un point, ces systèmes se superposent, ces différents systèmes, voilà, se superposent sur un écran, pour donner une frange centrale très brillante. Très brillante. Elle est plus brillante que si on avait une seule radiation. Elle est plus brillante. Alors, maintenant on vous demande
ce qu'on voit au voisinage de la frange brillante ou bien au lointain. Voilà, frange brillante, très brillante, un point. Au voisinage de cette frange centrale, on observe les couleurs les plus vives. Ça, on les voit. Couleurs qui ont les longueurs d'onde les plus marquées, les plus importantes. Couleurs les plus vives. Telles que, j'ai dit, le jaune, le rouge, voilà. Le rouge, le jaune, etc. Et au lointain de cette frange, quand on s'en éloigne de cette frange, toutes les couleurs s'additionnent. Toutes les couleurs s'additionnent. Et quand elles s'additionnent, pour donner un aspect blanchâtre de l'écran. Voilà donc ce qu'on a en lumière blanche. Un aspect, voilà, aspect donc blanchâtre de l'écran. L'écran devient en ces points de couleur blanchâtre de l'écran. Voilà donc pour l'interférence en lumière donc polychromatique comme le blanche. Donc ce qu'on vous demande surtout d'expliquer, c'est surtout de dire par exemple ce qu'on a sur l'écran, comment justifier cela également, comment sont également donc ces couleurs qu'on observe sur l'écran. Mais il n'y a pas de calcul. Par contre, on peut en avoir maintenant dans le cas où on prend non pas une lumière polychromatique, mais par exemple formée par deux radiations. C'est possible. Là, on peut avoir, on vous demandera l'exemple ou la remarque qu'on en fait dans la lumière polychromatique. Remarque, donc je prends cas de deux radiations. Cas, voilà, où la lumière est constituée de deux radiations. Dans ce cas, il y a deux questions qu'on vous demande souvent, qu'on pousse à constituer de deux radiations de longueur d'onde différentes, rouge par exemple et le vert ou le jaune, deux radiations de longueur d'onde différentes, longueur d'onde, voilà, différentes, lambda 1 et lambda 2 par exemple, différentes, lambda 1 et lambda 2, par exemple lambda rouge et lambda vert. Dans ce cas maintenant, on vous demande souvent d'indiquer l'aspect de l'écran qu'on obtient quand les deux radiations coïncident. On vous donne également, dites également à quel moment il y a coïncidence des deux types de radiations. Deux questions qu'on pose souvent. Voilà, donc voilà comment aborder ces questions-là. On vous demande donc de donner d'abord, voilà, abscisse des points de coïncidence. Voilà, il y a coïncidence des deux, voilà, systèmes. Deux systèmes. Voilà, deux radiations. Et on vous demandera couleur de l'écran. D'abord, la coïncidence entraîne que les abscisses soient égales. Coïncidence entre les abscisses sont égales. Pour maintenant la longueur d'onde, pour la radiation de longueur d'onde lambda 1, longueur d'onde lambda 1. On a donc son abscisse, je prends le cas des franges brillantes, brillante verte et brillante jaune par exemple. J'ai X égale X1, K1, lambda 1, D sur A. Si je prends pour la radiation longueur d'onde lambda 2, qui aussi je la prends brillante, la radiation de longueur d'onde lambda 2, longueur d'onde lambda 2, là également j'ai son abscisse, je la prends aussi brillante. X2 égale K2, son ordre, lambda 2, D sur A. Maintenant, on pose que les radiations coïncident, les systèmes d'interférence coïncident. Ce qui suppose donc que X1 égale X2. Coïncidence entraîne que X1 égale X2. Et en posant que X1 égale X2, on obtient alors K1, lambda 1, D sur A, égale K2, lambda 2, D sur A. Simplifié par D sur A. Vous allez donc avoir K1, lambda 1, égale K2, lambda 2. Ou bien encore on tire, voilà, que K2 égale à, on fait donc c'est, voilà, je prends donc lambda 1 sur lambda 2 fois K1. Mais lambda et lambda 2 sont connus.
Maintenant, on vous demande maintenant quels sont les ordres des franges qui vont coïncider pour les deux systèmes. On cherche maintenant les entiers les plus petits possibles que donnent K1 et K2. Autrement dit, on fixe donc K2, on fait tourner K1 jusqu'à ce que K1 et K2 soient entiers. La première fois où les deux sont entiers, on a donc ce qu'on appelle le premier point de coïncidence. Voilà comment c'est fait. Donc on fixe K2, on fait tourner K1. Voilà. On fixe voilà, K2 et on fait tourner K1. On fait tourner voilà, K1 jusqu'à ce que voilà, K1 et K2 soient entiers. Jusqu'à ce que K2 soit entier la première fois. Entier la première fois. Voilà donc dans ce cas donc la frange ainsi, la frange, la K1e frange brillante, on dit comme ça, brillante, de longueur d'onde lambda 1, longueur d'onde lambda 1, coïncide avec la K2e comme ça, frange brillante de longueur d'onde lambda 2. Brillante de longueur d'onde lambda 2. Et on vous demandera souvent aussi l'abscisse du point d'interférence, l'abscisse. Et pour l'abscisse maintenant, on passe par trouver l'abscisse donc et la couleur. Abscisse et couleur. Abscisse donc du premier point de coïncidence. Premier, parce que la situation répète. Premier point de coïncidence et couleur de l'écran. Couleur de l'écran. Voilà, une question également qu'on peut rencontrer dans le cadre de deux radiations. Pour l'abscisse maintenant, on pose soit x1 ou x2. x1 égale K1 qu'on a trouvé, lambda 1, D sur A, on calcule. x1 ou x2. Et l'écran aura comme couleur, l'écran aura une couleur, ou aura en ce point, une couleur intermédiaire. Une couleur intermédiaire entre les deux couleurs des deux radiations. Intermédiaire entre les deux couleurs des deux radiations. Voilà. Voilà donc ce qu'on peut vous demander dans le cas où on éclaire l'écran fan par deux radiations longueur d'onde lambda 1 et lambda 2 de couleurs différentes entre les deux couleurs des deux radiations. Voilà. Deux radiations. Voilà donc pour l'aspect donc ondulatoire de cette lumière également, tout ce qu'on peut en dire. Voilà, donc sachez donc que vous avez deux phénomènes qui le mettent en évidence. Le phénomène donc d'interférence et le phénomène de diffraction de la lumière. Voilà, maintenant là nous allons passer donc à l'aspect corpusculaire qui est moins développé que l'aspect ondulatoire. Si également là on requiert de votre attention également. Je peux effacer ces grands deux aspects corpusculaires de la lumière. Voilà. Deuxièmement, aspect corpusculaire de la lumière. De la lumière. L'aspect corpusculaire. Et là, il est traité à travers un phénomène, ou bien un effet qu'on appelle l'effet photoélectrique. Deux points. Effet photoélectrique. Effet photoélectrique. Il y a un autre effet qu'on enlève du programme, c'est l'effet Compton, qui n'est plus au programme. C'est seulement le seul effet, c'est l'effet photoélectrique. Donc, à travers maintenant, en petit temps, il y a donc également une expérience donc qui a été réalisée en ce sens-là, qui est l'expérience de Hertz, que nous n'allons pas faire ici au tableau. Voilà, mais nous allons seulement donc commenter les résultats obtenus et ensuite les interpréter. On l'appelle expérience de Hertz. Expérience de Hertz. Voilà. Bon, ce n'est pas la peine donc de vous présenter les trois manipulations de Hertz, mais le dispositif par contre, Hertz a utilisé un électroscope. C'est donc une bouteille qui contient voilà, une tige rigide
Voilà, comme ça. Et une feuille mobile. Une feuille donc qui peut s'écarter, se refermer. La feuille, elle est mobile. Et là, on a le plateau. On pose sur le plateau, une lame de zinc est posée sur le plateau. Lame de zinc qui est décapée au départ, donc nettoyée, posée sur le plateau. Et qu'on éclaire avec une lumière donc qui soit pour le zinc riche en radiation ultraviolette. Voilà le montage réalisé par Hertz. Lumière riche en radiation UV, radiation, voilà, ultraviolette, ultraviolette. Et là vous avez donc la lame de zinc. Lame de zinc est posée sur le plateau. Là c'est du zinc que vous avez, lame de zinc de Zn. Voilà, ici maintenant on a ce qu'on appelle l'électroscope que vous avez donc ici, voilà, avec donc la feuille rigide et surtout la tige mobile. On appelle ça donc électroscope. Électroscope. Alors Hertz a fait 3 manipulations que je vous décris. Voilà. Dans un premier temps, il charge l'électroscope négativement, il éclaire la lame de zinc, il constate que les charges demeurent. L'électroscope devient chargé, demeure chargé. Deuxième expérience, il charge cette fois positivement l'électroscope. N'oubliez pas comment le faire positivement, négativement. On en parlait un peu en classe seconde S quand vous avez fait donc un bâton d'ébonite que l'on pose sur le plateau pour le charger négativement. Bâton de verre pour le charger positivement. Mais dans le cas d'une charge positive, on éclaire, la feuille se referme. Troisième expérience, on reprend également le schéma premier, à savoir charger négativement, mais avant d'éclairer, on place une plaque métallique de verre. On éclaire à travers la plaque de verre, on constate qu'il n'y a pas de décharge. Voilà, 3 manipulations par Hertz. Et nous en prenons seulement la conclusion finale. Maintenant, pour interpréter tout cela, il fallait seulement montrer que cette lumière extrait des électrons du métal. La lumière donc extrait des électrons du métal, ce qui fait qu'on observe les 3 expériences que sont la charge ou la décharge de l'électroscope. C'est ça qu'on a. Voilà, donc je donne seulement la conclusion de la manipulation. Donc la conclusion c'est ceci, en observation, à savoir, voilà, on constate une charge conservée ou une décharge selon que l'électroscope était chargé, voilà, positivement ou négativement dans l'ordre ou positivement. Voilà ce qu'on constate. Maintenant, comment interpréter cela maintenant? Interprétation par le fait maintenant que, voilà, pour justifier voilà, ces faits expérimentaux, voilà, on envisage que la lumière est extraite des électrons de la lame de zinc. Voilà. C'est ça qu'on peut envisager. C'est ça que justifie les faits expérimentaux. Lame de zinc. Et donc, l'extraction d'électrons, voilà, du zinc par la lumière, c'est ça qu'on appelle l'effet photoélectrique. Maintenant, avant de voir maintenant, voilà, pourquoi il a eu cet effet, qu'est-ce qui a fait que cet effet soit produit. Voilà, donc, dans le cas de l'interprétation, donc l'extraction d'électrons, voilà, par la lumière est appelée effet photoélectrique. L'extraction de la lumière, des électrons par la lumière
électrons, voilà, par la lumière est appelé, on l'appelle donc effet photoélectrique, appelé effet photoélectrique. Voilà comment il faudrait comprendre donc cet effet qu'on appelle l'effet photoélectrique. Maintenant, comment il va comprendre cet effet? Cet effet se justifie. Voilà, maintenant, conclusion. Voilà, cet effet se justifie ou consiste, voilà, cet effet consiste en un choc. Voilà, c'est un choc qui s'est produit. Cet effet consiste en un choc. Un choc qui l'on dit mou. Choc mou qui s'est produit. Un choc mou qui s'est produit entre les électrons du métal et des particules qui seraient dans la lumière, et des particules qu'on appelle photons, que la lumière contiendrait, que la lumière contient. Ce n'est pas ces particules, il n'y aurait pas de choc, que la lumière contient. Et ainsi, il met en évidence l'aspect corpusculaire de la lumière. Ainsi, cet effet s'interprète, à travers l'aspect corpusculaire de la lumière. L'aspect corpusculaire de la lumière. Donc la lumière contient des particules corpusculaires de la lumière. Voilà donc comment cet aspect est mis en évidence par l'expérience de Hertz. Donc la lumière maintenant, en plus d'être une onde, la lumière contient des corpuscules. La lumière donc a deux aspects, un aspect ondulatoire et un aspect corpusculaire. Les deux maintenant réunis permettent d'interpréter toutes les expériences qui font lier à la lumière. On dit donc les deux forment un duo, une dualité, onde-corpuscule associée à la lumière. Voilà donc pour ce qui est de ces deux effets. Voilà, de ce fait donc la lumière, en plus d'être onde, donc c'est un plus, c'est pas un moyen, en plus d'être onde, voilà, contient des corpuscules, d'où les deux aspects, voilà, ondulatoire et corpusculaire, voilà, qui dans une dualité, on parle de dualité, le duo, dualité, onde tirée corpuscule, voilà, les deux effets donc, aspects donc, on peut donc permettre, ces deux essais permettent, voilà, d'interpréter toutes les expériences liées à la lumière, d'interpréter toutes les expériences, ou toute expérience liée à la lumière, toute expérience donc liée à la lumière. Voilà, lié à la lumière. Voilà. Maintenant, il reste à présenter, là aussi c'est pas trop long, une étude également que l'on en fait aussi quantitativement de cet effet. Quand est-ce qu'on a effet, et quand on a effet également, quelles sont les conséquences de l'effet. Voilà, c'est la part donc étude quantitative, si on peut dire, voilà, l'effet photoélectrique, l'extraction d'électrons par le métal, photoélectrique. Quelques formules de calcul. D'abord, sachez, c'est un effet qui est instantané et là également, très rapide. Donc, dès qu'on éclaire, il y a l'extraction d'électrons. Mais surtout, commencez par parler d'abord de ce qu'on appelle petit a, le travail d'extraction du métal.
travail d'extraction, mais on sous-entend d'électrons du métal. Travail. Donc, qu'on note souvent par WS. S comme seuil. Définition. On dit donc que, par définition, c'est l'énergie minimale. Définition, c'est l'énergie minimale qu'il faut fournir à un atome, à un métal, qu'il faut fournir à un métal pour lui arracher un électron. Pour lui arracher un électron. Voilà la définition qui souvent également demande d'être rappelée. Arracher un électron. Voilà. Maintenant, il note pas WS. Et en tant qu'énergie également, il correspond à une onde également. On a WS égale, on met H nu S, ce qui est aussi égal à HC sur lambda S. Nu S et lambda S sont des grandeurs seuil, S comme seuil. Avec, voilà, nu S s'appelle la fréquence seuil du métal, fréquence seuil en Hertz. Lambda S s'appelle la longueur d'onde seuil du métal, longueur d'onde seuil. Voilà les deux grandeurs seuil qui sont associées au métal, notées en mètres ou en nanomètres. Voilà, donc chaque métal donc a ces deux grandeurs seuil. Voilà, sa fréquence seuil et sa longueur d'onde seuil. H c'est la constante de Planck et C c'est la vitesse de la lumière dans le vide qui sont connus. H donc c'est égal à 6,62 10 puissance moins 34 joules seconde, et C s'appelle la célérité, vitesse de la lumière dans le vide, qui vaut 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Voilà donc comment les grandeurs seuil donc sont définies à partir du travail d'extraction du métal. Maintenant, chaque métal en a le césium, voilà, le tungstène, voilà, les métaux en général qui sont donc également rares aussi, des métaux de synthèse, voilà comme on dit, qui sont très émissifs, ce sont ceux-là qui sont utilisés donc dans le cas des cellules photoélectriques. Il y a ensuite maintenant, petit b, la condition d'obtention de l'effet. C'est ça surtout dont il est question dans les évaluations, les conditions d'obtention, quand est-ce qu'on a l'effet photoélectrique, de l'effet photoélectrique. Et pour ça, ce sont des conditions de comparaison seulement. En effet, je mets les deux parties clairement. Le métal, caractérisé par ces deux grandeurs que sont nu S et lambda S. Et la lumière qui l'éclaire, lumière, lui aussi par ces deux grandeurs que sont, à savoir nu, la fréquence de la lumière, lambda, sa longueur d'onde. Les deux entités, clairement, ne confondez pas. Maintenant, on va comparer. On va donc comparer les énergies, ou les lambda, ou les fréquences. Les trois grandeurs à titre comparatif. Il y a donc trois cas possibles. Si, premier cas, si W de la lumière, j'appelle ça comme ça, lumière, est plus petit que WS, donc ce qu'il faut pour enlever, on ne va pas enlever. Il n'y a pas d'extraction. Et ça suppose quoi? Que nu est plus petit que nu S, mais que lambda est plus grand que lambda S. Dans ce cas, il n'y a pas d'extraction d'électrons. Il n'y a pas d'extraction d'électrons. Il n'y a pas donc effet photoélectrique. Extraction d'électrons. Donc c'est un cas qui ne présente pas d'intérêt pratique. Deuxième cas, c'est le cas où W lumière est égal exactement à WS. Donc vous avez amené ce qu'il faut, juste ce qu'il faut pour enlever. On va enlever des électrons. Équivaut aussi à quoi? Que nu soit égal à nu S, ou bien que lambda soit égal à lambda S. Dans ce cas, il y a extraction d'électrons. Il y a donc effet photoélectrique. Extraction d'électrons. Et l'électron qui est extrait demeure immobile sur le métal, il ne bougera pas.
Il n'a pas d'énergie donc pour se déplacer, pour donner un courant. Électron extrait demeure immobile sur le métal. Il ne va pas bouger, il n'y a pas d'énergie qui permet de se déplacer sur le métal. Mais il y a bel et bien un effet, mais il n'y a pas un effet secondaire. Il n'y a pas une suite de l'effet. Par contre, le cas le plus intéressant, là on a des choses encore vous demandez, c'est le troisième cas. Troisième cas, c'est le cas où W lumière est plus grand que WS. Pas égal, plus grand. Entraîne maintenant équivaut à nu S, nu lumière, plus grand que nu S. Mais que lambda lumière, plus petit que lambda S. Parce que lambda et nu varient en sens inverse. Dans ce cas, il y a extraction d'électrons. Il y a extraction d'électrons. Et en plus maintenant, l'électron extrait maintenant va posséder, l'électron extrait possède une énergie cinétique, possède une énergie cinétique. EC, énergie cinétique, qu'on vous demande de calculer. EC tel que EC égale. EC donc tel que EC égale. Voilà, tel que EC soit égal. Égal à quoi? WS. Nouvelle lumière moins WS. Ou bien égal H nu moins H nu S. Ou bien égal HC sur lambda moins HC sur lambda S. Voilà, trois expressions de EC. Et dès qu'on a EC, on vous demande souvent dans les X également la vitesse de l'électron après qu'il soit extrait. On dit vitesse maximale de l'électron. Vmax s'en déduit. En effet, on a EC égale 1 demi de M Vmax au carré. Alors Vmax s'en déduit. Vmax des électrons extraits égale racine carrée de 2 fois EC sur la masse d'un électron. Voilà donc comment avoir la vitesse donc des électrons après qu'ils soient extraits. Racine carrée de voilà, 2 racine de 2 EC sur la masse de l'électron. EC est connu, EC en joule, masse d'électron est connue, on vous rappelle ça souvent dans le sujet. Elle vaut 9,1 10 puissance moins 31 kg et V est trouvé. Et là on est dans le cas également de la physique de Newton et non pas de la relativité. Vmax ne doit pas dépasser 3 10 puissance 8 mètres par seconde dans vos calculs. Faites attention à cela, vérifiez vos résultats. On est en physique classique et non pas de relativité. Et enfin maintenant, il y a une étude également qui est faite, un montage qu'on doit rappeler souvent, qu'on appelle la cellule photoélectrique. Voilà. Petit 3 donc, étude quantitative, petit 3, cellule photoélectrique. La cellule photoélectrique. Ce schéma qui est souvent demandé à être commenté. Photoélectrique. Bon, l'application également, je ne vous ai pas dit aussi qu'on a de ce phénomène, c'est les plaques solaires. Les plaques solaires que vous appelez souvent donc plaques solaires ou on dit plaques photovoltaïques obéissent à ce principe-là. C'est la lumière donc solaire qui extrait des électrons du métal qui expose à la lumière et environ une tension est appliquée. Une tension fait déplacer les électrons entre donc ou dans le métal. Déplacement qui donne un courant qui éclaire. Donc production du courant par les panneaux solaires, l'application qu'on a de l'effet. Voilà, donc effet cellule photoélectrique, le schéma d'abord, il est là, on prend une ampoule en verre, comme ça, qui comporte deux parties. Une partie donc qui est un métal sous domaine large d'éclairage, qu'on appelle la cathode, relié maintenant à un générateur, à sa borne négative, comme ça, négative, et là vous avez une boule qui forme l'anode à la borne positive du générateur, négative, positive, l'anode. Voilà, on a une tension que l'on peut faire varier, on dit tension variable. Maintenant on place deux appareils de mesure, un voltmètre ici, pour mesurer une tension au bord de la cellule, et un ampèremètre pour mesurer le courant électrique s'il y a un courant, un microampèremètre pour le courant électrique qui va passer. Là donc vous avez ce qu'on appelle l'anode, anode. Là vous avez la cathode, on dit photocathode ou cathode. La cathode émissive éclairée par quoi? Par une lumière convenable. La lumière est là.
Lumière donc qui permet d'avoir l'effet. Voilà. Et quand on fait cela maintenant, une lumière convenable, on obtient alors électrons qui sont extraits, qui sont soumis à une tension donnée par le générateur, se mettent en déplacement dans la cellule. Déplacement du courant dans la cellule, donner ça un courant électrique que le microampèremètre va détecter. L'aiguille va dévier. Un courant apparaît par ce phénomène. Voilà donc comment est présenté donc le dispositif. Mais si on n'éclaire pas la cellule, il n'y a pas de courant. On vous demande souvent que se passe-t-il ou qu'observe-t-on quand on n'éclaire pas. Si on n'éclaire pas, rien ne s'observe. L'aiguille de voltmètre, l'ampèremètre ne dévie pas. Si on éclaire la lumière convenable, alors là on voit que l'aiguille de l'ampèremètre va dévier. Interpréter, il y a un courant qui passe. D'où vient le courant? Il vient donc des électrons qui ont été extraits par la lumière et qui sont mis en mouvement sous une tension fournie par le générateur, placé entre la cathode et l'anode. Quand il y a un déplacement d'électrons, il y a un courant qui apparaît. Et le courant qui apparaît est mesuré par le microampèremètre ou bien l'ampèremètre. Voilà donc un schéma qu'on vous demande souvent également de mettre en évidence. Un schéma également qu'on vous demande souvent de présenter, qu'on appelle la cellule photoélectrique. Voilà là également, c'est par cette donc expérience ou bien encore par cette application que l'on termine cette leçon également, tout en espérant donc que vous ayez bien suivi et compris également tout ce qui a été dit. On vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous une prochaine fois. Merci. Prépa Bac 2021 vous est offert par la République des valeurs.